la plantation de fraisiers est encore possible, surtout si on doit en acheter et qu'on les achète en pot. Parce que là, ils n'auront presque pas de difficulté à redémarrer, ils restent plus ou moins à continuer à pousser. Donc là, c'est surtout pour ceux qui produisent tôt au printemps. Il ne faut pas espérer avoir une aussi grande récolte que ce qu'on aurait pu, si on avait des stolons, avoir planté au mois de juillet, août, septembre. On aura une moins bonne récolte, mais l'année d'après, ça se rattrape de retour, ça sera parti. C'est mieux de les planter maintenant que de les planter l'année prochaine. Vous allez quand même gagner un peu sur les récoltes suivantes en les faisant maintenant. Pour ceux qui sont remontantes, là on peut encore facilement les planter au printemps aussi. Et si on les prélève chez soi, essayez d'avoir le plus possible une motte de terre avec les racines. Ça revient un peu comme avec les godets, hein, donc ils vont avoir moins de difficultés à le prendre, quoi. Ils vont presque pas sentir qu'ils ont été déplacés. Ils ont besoin de soleil, surtout au printemps, les fraises. Et peut-être une mi-ombre en été, parce qu'en été, ils souffrent. Un fraisier a ses racines très superficielles. Il attire aussi beaucoup les plantes sauvages. Et comme les racines sont superficielles, il ne faut surtout pas au printemps, aller biner. Il faut alors tirer les plantes qui poussent à côté. Parce que sinon on coupe toutes les racines, c'est logique. Comme ils ont besoin de beaucoup d'humidité, il faut aussi éviter qu'il y a toutes sortes d'autres choses qui poussent dedans et qui pompent en même temps l'humidité qui pourrait être dans le sol. Mettre un peu d'ail, planter un peu d'ail parmi le parterre de fraises est bénéfique pour les fraises. Elles vont être moins vite attaquées par des sortes de champignons, etc. Mais ils n'auront pas le goût d'ail. Hein. L'ail n'aura pas le goût de fraise. Ça serait bien si on a de l'ail qui a le goût de fraise, mais non. Donc il ne faut pas avoir peur pour ça, mais c'est une très bonne combinaison pour les deux. Mais souvent l'ail qu'on met dans les fraises, on ne va pas nécessairement le récolter pour manger. Moi j'en laisse souvent un petit peu sur place et d'année en année il revient. De l'ail ça devient une plante vivace, hein. C'est une plante vivace et on ne fait pas. C'est peut-être pas les mêmes gousses, c'est les nouvelles gousses qui reprennent vie et qui partent. Hein. Bon voilà, je viens de terminer la ligne de stolon, de fraisier. Et ici, c'était bien convenu de faire des cultures associées. Et ben voilà, ça sera la première culture associée que l'on fera ici. Ce sont les fraisiers avec un aliacé. Donc le but, c'est que l'aliacé a un pouvoir désinfectant du sol, donc au niveau des champignons. Donc ça apporte une certaine, ça rend, comment dirais-je, la plante en meilleure santé, donc ça évite les moisissures, les champignons. Et déjà on savait que, par exemple, l'ail des ours au pied des arbres fruitiers, ben, ça les renforce aussi au niveau santé. Et ici les fraisiers c'est pareil. Donc je n'ai pas choisi l'ail des ours parce que bon, ça prend quand même peu à peu de l'extension. Et pour l'instant, on n'a pas d'ail des ours à portée de main puisque le feuillage est disparu. Donc on pourrait aussi mettre de l'ail, donc des cailleux d'ail entre les stolons de fraisier. L'inconvénient, c'est que ça pousse un peu fort haut et que par la suite, si on veut couvrir les fraisiers avec un filet pour empêcher les oiseaux de venir picorer les fraises,
ça sera peut-être un peu un inconvénient. Donc, ou bien il faut faire un tunnel plus grand. Et ici j'ai pensé, comme j'avais fait des semis voilà, de ciboulettes chinoises, donc voilà, ça c'est voilà, une alvéole avec les ciboulettes chinoises. Et voilà, donc ici j'ai déjà un peu préparé le travail, j'ai divisé le contenu d'une alvéole en 4 parties. Ça me fera 4 petites touffes à mettre entre, voilà, entre 3 fraisiers par exemple. Ben voilà, je viens installer une petite touffe de ciboulettes chinoises. On raccourcit un peu les racines. En plus, la ciboulette chinoise, bon, elle pousse, bon, elle peut venir aussi d'une certaine hauteur avant de fleurir. Bon, la floraison s'en vient un peu plus haut, mais d'ici là, la récolte des fraises sera achevée. Et, bon, et ça fait un beau petit feuillage entre chaque fraisier, qui ne sera pas du tout gênant pour couvrir les rangs avec un filet ou un grillage. Et voilà, on testera un peu pour voir si, voilà, si ça apporte un plus au plant de fraisier. Donc apparemment ça renforce aussi le goût de la fraise. Donc il paraît que les fraises sont même plus goûteuses en présence d'un aliacé autour d'elles. Donc voilà, je vais faire toute la rangée ici avec, voilà, j'en ai encore pas mal là, des ciboulettes chinoises. Et ben, le tout c'est de, bien sûr, lorsqu'on va désherber, c'est de tenir compte qu'il y a des touffes de ciboulettes entre deux. Peut-être bien que l'hiver, ça risque peut-être un peu de disparaître et bon, voilà, d'être conscient qu'il y a une plantation entre deux. Voilà, pas trop azoté, surtout ici en fin d'année et au printemps. On aurait pu un petit peu donner de l'engrais azoté avant, donc au mois de août, septembre, pour avoir des beaux pieds bien costauds avant l'hiver. Mais pas trop d'azote au printemps, sinon on a la pourriture grise. Donc les fraises pourrissent, quoi, hein, et ils ont tout un duvet gris comme ça. C'est aussi parfois parce qu'ils sont trop denses. Les années qui pleut beaucoup, bon, dernier temps ça n'arrive plus trop, mais ça peut encore arriver. À ce moment-là, quand il reste trop longtemps humide, ça peut arriver aussi. Donc là, faire un peu attention à ça. Donc l'humidité, c'est aussi en été, hein, parce que c'est pour ça que je dis mettre à mi-ombre l'été. Comment on peut faire? Quand on a des fraises qui doivent avoir du soleil au printemps et de mi-ombre en été, ben, on met une ligne de petits pois du côté sud, on met une ligne d'haricots, on met un grillage avec des potirons qui poussent sur le grillage, on met quelque chose qui pousse l'année même et qui donne un peu l'ombre, au moins les heures les plus chaudes de la journée. Et bon, bien sûr, pour éviter qu'on a trop d'herbes sauvages qui poussent entre les fraises, pour éviter que l'humidité parte trop vite, il faut bien sûr mulcher. Donc mulcher, ça veut dire déposer des choses organiques sur le sol. Hein, ça va faire que les graines qui sont en présence dans le sol ne vont pas germer parce qu'ils n'auront pas la lumière, ou moins bien levée. Bon, les plantes vivaces, eux, ils vont passer en travers. Hein. L'ail des ours, par exemple, tu peux mettre 15-20 cm, il passe en travers. Hein, et il sera très content, oui. Donc, mais c'est surtout les autres plantes annuelles là, qui se ressèment tout seuls, qui sont plus gênants.
Donc ceux-là, ils ne vont pas nécessairement trouver. Donc du coup, qui ne poussent pas, ils ne se mettent pas en fleurs et en semences, et le jardin, de moins en moins, c'est un avantage et un inconvénient. De moins en moins, on a des plantes spontanées. Un avantage parce qu'on a moins de travail d'aller les arracher. C'est un inconvénient parce que ces plantes-là font justement l'engrais idéal pour le jardin. Donc, c'est à double tranchant. Chacun à voir. S'il a beaucoup de temps pour venir entre deux cryodés et laisser sur place, alors ben, il le fait. Celui qui n'a pas beaucoup de temps, il couvre. Mais de toute façon, couvrir le sol, ça on le dit, on le redit, on le redit, c'est toujours intéressant, sauf là où ce qu'on sème. Tant que ça n'est pas grand assez, on ne va pas couvrir le semis, hein, sinon il ne va pas lever non plus. Voilà. Planter à la bonne profondeur les fraises. Donc à ras du collet. Si vous allez les acheter en godet, ben, il ne faut pas que c'est enterré plus profond que ce que ça a poussé. Si c'est celui que vous avez repiqué de chez vous, avec de préférence, il faut peut-être un peu tasser la terre autour avant de le transporter, parce que souvent, quand on a un terrain qui a un peu, qui est bien vivant, la terre elle s'écroule. Donc il faut faire un peu attention, un peu compacter peut-être la motte et aller la transplanter, et aussi à la même profondeur. Trop profond, il meurt. Parce que quand le collet est enterré, la fraise pourrit, le fraisier pourrit, et il n'y aura pas de résultat. Si c'est trop haut, ben, il n'y aura pas assez d'humidité. Donc ça ne va pas marcher non plus. Donc ça c'est pour les fraises important. Voilà, avec quoi qu'on va couvrir le sol, éventuellement avec du compost bien mûr, éventuellement avec du terreau de réemploi. Et d'après c'est l'INRA en France, ils ont fait des tests, et eux, leur conclusion c'est que ça marchait le mieux, la récolte était meilleure quand on mettait du terreau. Moi je dis du réemploi, comme ça au moins il ne faut pas acheter nécessairement du terreau exprès pour ça. Du BRF, un fraisier à l'origine, et les fraises des bois, on les appelle les fraises des bois, poussent sur les déchets des arbres. Donc un BRF, éventuellement des feuilles mortes. Ça c'est aussi dans la composition de ce qui pousse dans leur terre d'origine. Celui qui a un peu de sous et qui ne regarde pas trop, il met des coques de cacao ou des choses, mais préférez quelque chose de foncé, surtout avant l'été. Donc quelque chose de foncé va prendre la chaleur du soleil beaucoup plus vite et rendre le sol plus chaud, ce qui va faire que le fraisier va démarrer un peu plus vite aussi. Et si on paille, donc on peut mettre de la paille, mais mettez-la au moment que le fraisier va commencer à fleurir. Parce que là, la paille, elle est claire, donc elle va moins capter la chaleur, les rayons du soleil, mais elle va peut-être plus protéger que le terreau, en tout cas, que le compost, que les choses qui sont déjà à moitié décomposées ou décomposées, de la salissure des fraises. Parce qu'avec les pluies, ben, ça fait des spouts, et vos fraises sont un peu sales quand tu les récoltes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les passe sous le robinet, mais quand on les passe sous le robinet, on perd la moitié du goût. Donc une fraise cueillie, mangée, c'est la meilleure. Hein? Déjà, si elle traîne quelques heures, c'est déjà très bien et très bon, mais ça a déjà perdu un peu. En plus, bon, c'est un petit peu la nature. Des gens qui, je sais pas, qui ont un peu l'esprit de nous, quoi, hein, d'aller picorer, faire des cueillettes dans la nature, etc. Donc c'est agréable déjà rien que ça. Quand on a un peu soif, qu'on est occupé au jardin, on peut manger 2-3 fraises, ben, ça fait du bien, hein, 2-3 framboises ou une paire de cerises. C'est ça le plaisir, entre autres, du jardinage. Hein.
C'est pas toujours la grosse récolte. Bon, c'est bien d'avoir tout un bac de fraises, mais bon, le plaisir pour moi, c'est de picorer. Même maintenant, j'ai quelques fraisiers des bois qui traînent comme ça dans des pots à gauche et à droite. Quand je passe à côté, encore maintenant, parfois il y a une petite fraise, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Alors, le terrain maintenant. En terre lourde. Donc là où ce qu'on n'a pas encore fait beaucoup de compostage de surface, parce qu'une terre lourde ne reste pas lourde. Hein. Chez moi, quand je suis arrivé là, mais ça date déjà, hein, les années 86, quelque chose comme ça, j'avais un terrain, c'était presque de l'argile. Maintenant, j'ai un terrain que je sais travailler presque sans outils. Hein. Je sais faire mon trou avec mes mains, et planter dedans et refermer. Mais si on a une terre lourde, il faut un peu décompacter quand même le sol, à la grelinette de préférence. Si c'est un très grand terrain, ben, éventuellement à la fraise, mais la grelinette va quand même beaucoup moins retourner les couches, parce que ça, vous savez certainement, hein, qu'on ne retourne plus son jardin, le moins possible. Pour récolter les patates, on ne sait pas les planter, on est bien obligé de creuser, mais bon, s'il ne faut pas, il vaut mieux pas. C'est déjà tout du travail en moins, du mal de dos en moins, etc. Donc, c'est que des avantages. Donc, pas mettre trop fin à la grelinette et taper un petit peu aux quatre dents dedans, ça doit être assez. Pourquoi pas trop fin? Parce que ça va tout de suite se recompacter. Avec la première pluie, vous allez avoir un béton. S'il y a des morceaux, ben, il faudra du temps avec le gel et tout ça, ça va s'éclater, ça va aussi redevenir assez compact. Hein. Faut pas rêver. C'est pas le bêchage qui va faire que votre terrain devient fort praticable facilement. C'est surtout toujours couvrir le sol, nourrir le sol, la vie du sol qui va faire que votre terrain devient de plus en plus facile à y travailler et à avoir des bons résultats avec le moins de travail possible. Alors, donc, quand on a un terrain qui n'est pas lourd, qui est déjà bien vivant, ben on va simplement, avec un croc, et Gilbert il montrait parfois son croc qui avait fait couper les dents. Donc un croc avec des dents de 5 cm, ça suffit. Un autre, ça va aller aussi, hein. Mais il ne faut pas aller profond. Donc il faut essayer de ne pas travailler plus profondément de 5, maximum 10 cm. Donc d'abord enlever un petit peu les herbes qui poussent. Une fois tiré des dents, c'est peut-être le moment à ce moment-là de mettre un peu d'engrais organique, de fumier déshydraté, de la poudre d'os. Et en même temps avec le croc, ben, ça va rentrer dans la couche superficielle, qui est la couche la plus riche en principe, hein, où ce que les organismes vivants vivent dedans, où ce que les vers de terre qui viennent de plus profond vont venir se nourrir, faire des galeries, faire aussi que votre terrain sera plus décompacté. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on peut mettre, je dirais plutôt des amendements, parce que l'engrais organique c'est aussi, à mon avis, plus, c'est un peu entre deux. C'est un amendement, en même temps un peu un engrais. Et pour ça, peut-être qu'on donne le nom, mais c'est aussi pour que les gens ils achètent. Parce que quand ils pensent que c'est pas un engrais, ils ne vont pas acheter. Si c'est marqué engrais, les réflexes d'avant vont venir et ils vont dire, ben, ça peut être intéressant. Alors, donc c'est toujours bénéfique de rajouter quand même un peu de tout ça. Maintenant, les plantations existantes. C'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard. Hein. Aussi mettre de l'amendement, mettre du compost mûr et une couverture du sol. Le mieux, ce serait des feuilles qui tombent maintenant, qui sont tout à fait gratuites. Profitez-en, faire votre dernière tonte, même s'il n'y a plus d'herbe qui se coupe
mais il y en a toujours un petit peu, surtout les températures ne sont pas encore fraîches ou trop froides. Vous allez avoir tout de suite un mélange de verre et de carbone. Donc ça va être magnifique. Et en même temps, ils seront un peu plus petits. Les morceaux seront plus petits. Et s'ils ont le temps de rester assez longtemps, ils vont moins vite partir aussi avec le vent. Voilà, les coups de vent comme on a eu là, qui déracinent les arbres, vont pas, et ça ne sera peut-être pas suffisant pour que ça parte. Moi, je laisse plus ou moins des cages en grillage, donc comme ça va contre les grillages et ça ne part pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, et ça aurait pu être fait déjà, si c'est les fraises qui produisent qu'une fois par an, aurait dû être fait déjà en septembre, je dirais, pour que toutes ces matières-là nourrissent le sol et que tout se met en activité le plus rapidement possible. C'est que l'activité du sol, c'est surtout en automne et au printemps, quand il fait pas trop froid, pas trop chaud et humide. C'est là que le sol y est le plus vivant. Que toutes ces petites bestioles et ces bactéries et ces champignons et tout ça se multiplient très rapidement et fournissent la nourriture par après dans la matière noire du sol aux plantes qui vont aller chercher, faire leurs courses. S'il n'y a rien de disponible, ils vont revenir avec leur sacoche vide. S'il y a beaucoup à manger, eh ben, ils pourront remplir un peu leur sacoche et bien pousser. Alors, maintenant, je vais un petit peu passer aux serres froides. S'il y a des questions sur tout ce que j'ai dit auparavant, c'est peut-être le moment. Souvent, c'est un blanc quand je donne la possibilité, c'est pas grave. Hein. Mais je crois que c'est intéressant d'avoir des engrais, enfin on parle d'engrais, mais des choses qui se décomposent lentement. Parce que tout ce qui est rapide, donc assimilation rapide, ça correspond un peu aux engrais chimiques. Et alors, ça ne reste pas fixé dans le sol et ça descend dans le sous-sol et dans les nappes phréatiques. Donc tout ce qu'on apporte en engrais lent, c'est lent à se décomposer et ça profite plus longtemps aux plantes. Et ça a moins de risque de descendre en profondeur. Je crois que c'est un peu ça qu'il faut voir. L'effet est moins rapide, mais plus dans le temps. C'est vers ça qu'il faut viser, quoi. C'est pour ça, malheureusement, que la poudre de corne est devenue presque hors prix. C'était une azote qui se libérait très lentement. Avant, Gilbert, il préconisait beaucoup ça. Il y avait une usine ici, je crois que c'était à Moucron. Ça a été décentralisé, ça est parti dans les pays plutôt du côté de la Russie, Pologne et par là, et du coup, quand ça revient, ben, ça a triplé de prix. Ils ne voulaient même plus qu'en mettant sur les feuilles de commande parce qu'ils trouvaient que c'était exagéré. Mais bon, celui qui a un petit peu de sous, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il vaut mieux mettre ça que d'acheter du poudre de sang. La poudre de sang est très vite lessivée et très vite partie. Donc ça, c'est pas intéressant. Mais elle est chère aussi. Hein. Elle est chère aussi. Très cher. Tout est devenu cher. Pas de souci. Pour vider son porte-monnaie, c'est pas difficile. Donc, essayez aussi de récupérer les cendres de bois, les pelouses, les feuilles, surtout pas aller porter ça à la décharge. Récupérez chez vos voisins, éventuellement. Si tu vois qu'il y a un voisin qui charge sa voiture avec ses feuilles qu'il a ramassées, ben, tu dis, ben, pourquoi tu vas si loin, tu me les donnes. Et je suis sûr que l'année d'après, il va te les proposer. Voilà. Donc, parler des serres froides un petit peu maintenant. Donc c'est le moment, avant les gelées, de rentrer l'escarole, une partie, hein, si vous en avez beaucoup. Si vous n'en avez que 10, vous pouvez peut-être rentrer les 10. L'escarole, les chicorées, tout ça, avec une bonne motte de terre si possible. Donc prenez-en peut-être un à la fois et mettez dans un bac pour transporter. Parce que sinon, tu n'as plus de terre non plus quand tu arrives dans la serre. Il faut en mettre 2, 3, 4 dans un bac. Il ne faut pas aller avec un bac, revenir, aller... Hein.
Voilà, c'est le moment. Ça va continuer à pousser. Il faut arroser, bien sûr. On peut aussi planter du persil dans la serre. On en aura plus ou moins tout l'hiver. La ciboulette, la ciboule. Planter les petits oignons. Planter des échalotes. Ça, on n'en a pas, mais si vous mangez des échalotes qui n'ont pas été cultivées en France, pas que je suis contre les Français, au contraire, on est content d'accueillir, comme on dit, les amis français. Mais là, souvent, pour les conserver, ils sont passés au cobalt, ce qui fait qu'ils ne vont plus jamais germer. Donc c'est des échalotes qu'on vend pour consommer, hein. C'est pas les plants. Hein. Oui, pas les plants. Bien... Les plants de France sont aussi valables. C'est vraiment pour empêcher la germination précoce. Et l'ail aussi, si vous achetez des tresses d'ail, souvent ils ont aussi passé dans un genre de rayon de cobalt. Oui. Donc ils ne germent plus. C'est bien pour la consommation et encore. Je préfère en manger un qui est un petit peu germé et récupérer ce qui est récupérable que d'en manger un qui est... C'est quand même quelque chose qui n'est plus tout à fait vivant. Hein. Moi, je me pose la question quand même. Parce que... Bon, une question goût, ça ne change pas, mais question... La germination aussi. Hein. Question conversation... Conservation. Conversation peut-être aussi. Mais ça change peut-être pas, mais la composition vraiment de nutriments qui est dedans n'est plus la même chose, quelque chose de vivant que quelque chose de mort. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir son potager. Que quand on doit faire rentrer ses légumes, on va souvent une fois par semaine et on achète pour la semaine. Quand c'est dans son jardin, il vaut mieux, si on a le temps, d'aller chercher, préparer et manger. Ça, c'est l'idéal. Ou manger sur place. Pour les fraises, vous avez raison, Ignace. Il y en a qui mangent les carottes aussi, hein, ou les navets, même... Les tomates. Oui, même les tomates. Ma femme, quand elle passe, c'était les petits enfants, un bout de persil, et ils tirent, ils mangent. Ma femme, c'est ce qu'on met dans les salades qui piquent un petit peu. La ciboulette. Non. La roquette. La roquette. La roquette. Ah, oui. Quand elle passe à côté de la roquette, elle prend 2-3 feuilles et elle adore manger ça. Moi, c'est plus les cerises et les fraises et les framboises. Mais les framboises, quand elles passent à côté, elles s'arrêtent aussi. Ah, oui, oui. Bon. Donc, ne pas oublier d'aérer les serres froides le plus possible pendant tout l'hiver. Moi, je ferme mes serres uniquement en cas de gelée et qu'il y a des choses à l'intérieur qui pourraient geler. Alors, fermer le soir et ouvrir le lendemain. En cas de forte tempête aussi, je ferme les portes, mais à toutes les ouvertures, parce que si le vent s'engouffre, il va faire exploser la serre ou la faire s'envoler. Donc ça, c'est les deux critères pour moi de fermer mes serres. Et au printemps, quand j'ai planté les premières tomates, qui ne peuvent pas descendre en dessous de préférence, je dirais 6 à 8 degrés la nuit. Donc là, c'est intéressant aussi de fermer le soir et ne pas oublier d'ouvrir le matin, surtout s'il y a du soleil. Si vous allez à 11 heures, qu'il y a du soleil et les portes sont fermées, il fait 40 degrés dans votre serre. Donc, même que dehors, il n'en fait que 10. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Bon, maintenant, il y a aussi des ouvertures automatiques qui peuvent déjà aider. C'est toujours mieux d'avoir des portes vis-à-vis pour avoir un courant d'air dans la serre. Et les fenêtres de toit sont supplémentaires, sont complémentaires. Et pour ce genre de choses, ça peut être intéressant. Un jour qu'on n'est pas là au matin, que déjà la fenêtre s'ouvre, il y a une partie surtout de l'humidité qui va sortir. Parce que ça aussi, si ça reste fort, une ambiance humide à 100%
d'humidité, il y a des choses qui vont moisir, il y a des champignons qui vont se développer. Donc ça c'est très important à mon avis. Il y a beaucoup de gens, quand ils s'y connaissent pas, ils ferment tout. Ah oui, mais au moins il fait bon dans la serre, mais c'est pas nécessairement bon. Et puis il y a le risque de moisissure et de champignons. Ça, Ouais, donc voilà. Donc quand il gèle toute la journée, ben là vous laissez peut-être qu'un petit crin ouvert ou vous laissez peut-être fermé, ça c'est à vous de juger. Quand il gèle toute la journée et qu'il y a du soleil, là il va faire chaud assez pour ouvrir. Quand il gèle et il y a des nuages, bon ça arrive moins souvent. Souvent les journées de gel, il fait souvent beau, mais bon, quand il ne fait pas beau, là on peut peut-être laisser un jour ou 2 jours sans trop ouvrir un peu pour se faire sortir l'humidité. C'est toujours bien. Voilà, ça c'est pour les serres. Il y a encore moyen peut-être donc de semer des petits pois. Il y a encore moyen peut-être de semer, donc je dis peut-être, ça dépendra de la météo qui va suivre, un peu de salade de blé. Il y a moyen peut-être un petit peu de... comment ça s'appelle d'épinards. Hein, ces choses-là peuvent encore essayer dans la serre. Mais les épinards, quand il fera chaud, ils vont tout de suite monter. Hein, en engrais vert. Et à la chance pour manger, c'est faisable. Oui, la serre aussi, ça je ne sais même pas si je l'ai noté. Ce que moi je fais personnellement. Donc en été, entre les plants de tomates, les poivrons et ceux qui poussent dans la serre, j'ai toujours une couche de couverture de sol. Moi je laisse ça tout le temps. Parce que ici, ce qu'on va planter, bon, les oignons et les échalotes, là, je vais peut-être un petit peu écarter et planter entre donc, à des petits endroits ou un endroit un petit peu nettoyé, je dirais, que le sol est plus ou moins en nu. Mais le reste, moi, je laisse. Et ici, au moment qu'on a tiré les derniers pieds de tomates, moi, je mange encore des tomates qui mûrissent. Hein. Et j'en ai encore qui vont mûrir. Donc, il faut aussi un petit peu groupir, surtout si vous avez plusieurs serres, groupir les tomates hâtives et groupir peut-être les tomates plus tardives pour pouvoir déjà libérer. Ici, moi j'ai repiqué déjà alors des plus petits, donc les semis qu'on a fait au mois de septembre, je dirais, des petits chicorées, des salades pour l'hiver et tout ça, c'est déjà repiqué. Mais j'ai ramassé aussi des feuilles mortes. Les noisetiers, par exemple, chez moi, ben, les noisetiers perdent assez vite leurs feuilles, donc on a assez vite des feuilles. Donc entre ces plantes-là, j'ai couvert le sol avec ces feuilles mortes. Mais j'ai quand même enlevé pour ces plantes-là un peu le plus gros. Hein, et c'est pour ça que je rajoute un peu de feuilles mortes après pour continuer à nourrir le sol, protéger contre le froid, etc. Il n'y a que des avantages. Donc maintenant, je vais commencer, donc là, quand je libère, déjà à mettre un peu de ces amendements, engrais, amendements, mélangés dans cette couche-là. Donc un peu de cendre de bois, là où je ne vais pas semer, parce que le cendre de bois, c'est antigerminatif, donc ça ne va pas lever. Mais les cendres de bois, si c'est pour repiquer les chicorées, les choux blancs aussi, hein, c'est fort intéressant dans la serre. Vous allez avoir très tôt au printemps, fin février, mars, souvent avril parfois, ça dépend. Déjà des beaux choux à manger en crudité, des chou-fleur aussi, hein, chou-fleur hâtif. De printemps, donc tout ça c'est très intéressant dans la serre. Et ils seront contents aussi d'avoir un beau paillage à leurs pieds. Donc je ne retourne plus du tout la terre. La terre est devenue assez souple, donc je ne dérange personne. J'essaye de couper plutôt que d'arracher ce qui est là.
On peut recycler, ça c'est une demande tout à l'heure, on peut recycler la verdure des tomates là où les tomates vont pousser. Ils aiment bien repousser dans leurs propres déchets. Donc couper peut-être avec le sécateur en plus petits morceaux pour ne pas être embêté, bien sûr. Si tu as une plante de 2,50 m de haut que vous allez coucher, ben, vous allez avoir plein de problèmes pour travailler par après. Donc ça peut être recyclé sur place. Et s'il y a eu le mildiou, c'est pas très grave parce que le mildiou, de toute façon, il se propage dans l'air et il vient avec l'humidité des pluies quand il peut pleuvoir ou qu'on arrose sur le feuillage. C'est comme ça que le mildiou il vient. C'est pas nécessairement du sol qui repart. Au contraire, il va donc dans la vie, tout a son pour et son contre, je veux dire. Ça donne des avantages, mais là, le mildiou va être bouffé par autre chose. Et ces autres choses vont avoir à manger, donc ils vont être sur place pour éventuellement contrer le mildiou de l'année d'après. Donc c'est pas trop grave. Je ne dis pas que si vous avez le mildiou dans vos pommes de terre, qu'il faut aller mettre au pied de vos tomates les fans. Parce que là, pommes de terre et tomates, c'est la même famille. Hein. Donc là, c'est peut-être pas nécessairement à faire. Mais là aussi, les fans de pommes de terre, c'est la même famille. Hein. Peuvent être recyclés là où ce que les pommes de terre vont revenir l'année d'après. Sur le mildiou, c'est un champignon. Et bon, ça fait partie de la vie du sol. Donc le sol en serre, donc il est un peu plus réchauffé, il reste vivant. Donc il faut lui donner de la nourriture. Donc il faut aussi que tout ça reste en vie, surtout pour le printemps où ça va vraiment redémarrer. Et entre-temps, ben voilà, vous avez un peu nourri votre sol et la vie qui est dedans. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On peut, alors un peu plus tard aussi, semer des carottes aussi dans la serre, hein, pour en avoir très tôt au printemps, et on pouvait en avoir déjà semé. À ce moment-là, bon, ils sont déjà sortis. Hein. Donc ça, vous regardez une fois sur Internet, là, tout ce que Michel y explique sur les serres, et vous allez avoir tout plein de renseignements. Mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. Même pour moi, hein, en refaisant tout ça, je me rappelle plein de choses hein, que je ne vais pas nécessairement faire ou quand je ne fais pas tout ce travail-là. C'est pour ça que Gilbert disait souvent, si je dis tout, vous n'allez pas revenir, mais ce n'est pas vrai. Il faut tout entendre 50 fois et on oublie encore. Et le plus qu'on est jeune, le plus qu'on oublie, non, c'est le contraire. Ça, j'avais oublié. Aucune rotation de culture avec ta serre. Pour les tomates et pour les pommes de terre, pendant plusieurs années, il ne faut pas faire nécessairement une rotation. Quand on commence à voir des feuilles plus petites, et ça c'est souvent un virus alors qui est installé, à ce moment-là, il faut absolument changer de place. Mais je dirais que les tomates au jardin, c'est moins grave. En serre, après 4, 5 ans, 6 ans, ça devient plus compliqué et plus dur. Les premières années, on a une récolte phénoménale. La deuxième année, c'est encore magnifique. Et la troisième année, souvent, ça commence à diminuer. Malgré que moi, ma serre, ça fait à peu près 6 ans. C'est l'année ici que j'ai eu la plus belle récolte. Bon. Maintenant, pourquoi je ne sais pas exactement, j'ai quelques pistes d'idées. Peut-être à cause de l'amendement. L'amendement, donc ce que j'ai rajouté, mon sol que j'ai plus travaillé, que je faisais quand même avec la grelinette et tout ça, que je ne fais plus. La couche que je laisse au-dessus, que je rajoute des nutriments avec du fumier déshydraté, hein, qu'on a acheté ici, qu'on a eu la possibilité d'acheter, mais on trouve ça dans toutes les jardineries maintenant. Donc tout ça. Et peut-être aussi que j'ai enterré des Hoya.
Je pense que ça, c'est une des grandes explications. Donc des Hoya, c'est des pots en terre cuite, qui n'ont pas de trou, sont remplis d'eau et que l'eau, elle sointe par les parois et qui garde l'humidité du sol. Quand on arrose, souvent on mouille 2 cm si on n'arrose pas suffisamment. Si on arrose beaucoup, on mouille 2 cm et le reste il va en dessous. Donc quand on arrose, il faut, à mon avis, arroser régulièrement et commencer quand la terre est déjà humide. Quand on veut réamorcer une terre sèche, il faut des quantités d'eau phénoménales. Il faut peut-être 1 mètre cube d'eau pour 2-3 mètres carrés de terre en mettant régulièrement, pas en mettant une fois, parce que l'eau va partir dans le sous-sol. Donc elle va être perdue. Donc les Hoya, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la première année que j'emploie ça. Tu les as achetés où? Je les ai achetés là où ils étaient le moins chers. Chez Famille Flora, ils n'en ont pas beaucoup, il faut les trouver. J'en ai trouvé chez... Floralux, t'as pas été là? Non, je n'ai pas été chez Floralux, mais un autre magasin là, près de Famille Flora, chez Trafic, je pense, un truc comme ça. Il y avait dans un rayon, c'était les mêmes, au même prix que chez Famille Flora. Et j'ai payé à peu près 16 € pièce. Donc je mets entre 2 ou entre 4 plants un pot. C'est des pots hauts comme ça. C'est pas les pots arrondis et tout ça. De toute façon en lanterne, donc on ne voit plus après. Moi c'était question de prix et question d'essayer. Voilà. Et je trouve que ça, en tout cas cette année-ci, j'ai très bien réussi. Tu peux pas toujours aller... Mais tous les 2 jours quand même, et c'est plus ou moins vide. Et ça risque rien avec le gel? Si. Si, ça pète. Donc ici, bientôt, quand je vais mettre en place mes choses qui vont passer l'hiver, il y a déjà une serre que c'est fait. Là, j'ai encore laissé, mais le jour qu'il va geler, je vais les tirer et je vais soit les bourrer avec un autre pot de fleurs ou avec de la paille ou quelque chose, parce que sinon, je vais refroidir mon sol en profondeur. Et ça, c'est l'idée de savoir les remettre au même trou au printemps. Tu les laisses sur place ou bien quoi? Ou tu les déterres ou tu les laisses enterrer ou... Non, je les déterre et je vais les rentrer dans une petite cave où ce qui ne gèle pas. Ah ouais. Du moment qu'ils sont secs, ils ne vont plus éclater. Donc ça, c'est aussi une possibilité de les laisser sécher à fond. Et après, laisser en place, c'est risqué. S'ils gèlent, la terre autour gèle autant qu'on va péter. Ils vont éclater. Au moins le haut va éclater, peut-être pas le fond, mais le haut, à mon avis, va éclater. Donc ça, je ne risquerai pas de les laisser. Et combien de litres d'eau tu peux se mettre dedans? 7 litres. C'est 7 litres. Mais bon, je ne remplis pas parce que le pot est vide, je ne remplis pas automatiquement, systématiquement. Je remplis ce pot une fois par semaine. Quand il fait vraiment très chaud et très sec, peut-être 2 fois. Mais ce n'est pas parce qu'il est vide que ça serait bien de le faire. Mais il faut beaucoup d'eau quand même à ce moment-là. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Et la tomate, elle n'a pas besoin, et les poivrons et tout ça, n'ont pas besoin d'une quantité, mais éphémère en fait. Parce que même si on verse 10 litres d'eau sur place, ça va vite descendre et ça va disparaître, quoi. Le paillage et les Hoya, à mon avis, a fait que aussi j'ai bien réussi. Une tomate à essayer, c'est spécial, c'est la tomate poivron. Mais alors c'est une tomate à farcir, il n'y a pas de chair à l'intérieur. C'est comme un poivron. La chair n'est pas fort épaisse, donc on coupe le dessus, on met du haché, ce qu'on veut, et on met au four. Et après, bon, si on trouve que la peau est un peu trop dure,
Moi, je suis assez difficile. Donc, je coupe au verre et je gratte. Je tiens avec une fourchette ou le compteur et avec le couteau, je gratte la chair de la tomate et je mange avec la farce. Avec un peu d'ail des éléphants, avec un peu de fines d'herbe, avec un peu de tout. Ah oui. Faut pas se donner de la bouche. C'est très bon. Attention Ignace, vous allez commencer à baver. Oui, c'est bien en plus. Voilà, donc ça je suis un petit peu éloigné du sujet, mais bon, c'est pas mal. Bon, ça fait partie des questions. Hein. Oui, oui, oui. Mais la tomate poivron, c'est un nom que j'avais jamais entendu. Ah oui, mais elle est dans le catalogue. Ils sont dedans. Et avant, il y en avait plusieurs variétés dedans. Qui va faire des plans de tomate poivron pour sa copine? Mais avec un plan de ces tomates poivrons, j'en ai au moins eu 40, si pas plus. Et c'est vraiment comme des gros poivrons, hein, et un peu carrés comme ça. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Mais il ne faut pas mettre 10 pieds, tu ne seras pas les manger. Surtout que manger comme ça, c'est pas terrible. C'est pour facile. C'est pour facile. Manger comme ça, c'est pas la peine. Mettez des sortes beaucoup. C'est pas la tomate Roma quand même. Non, non, non. C'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir. Et elle est creuse à l'intérieur. Complètement creuse à l'intérieur. Comme un poivron. Un pied de tomate russe.